Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, nous sommes à Épernon, dans l'Eure-et-Loire, avec Jean Delhomier, le directeur général des opérations des laboratoires Expanscience. Ces laboratoires Expanscience ont notamment créé la marque Mustela en 1950. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices de Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon. J'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. C'est un grand honneur aujourd'hui d'avoir la marque Mustela sur notre podcast Extramuros. Ça représente plein de choses qui me parlent. Une entreprise familiale qui défend du Made in France et qui a un impact vraiment fort à l'international. On va aller au Pérou, on va parler de B Corp, on va parler de société à mission, on va parler de régénératif. Accrochez-vous, c'est parti. Bonjour Jean. Bonjour Guillaume, ravi de te croiser de manière digitale. Tout pareil, j'ai l'impression d'accueillir une marque, c'est même pas une impression en fait, c'est vraiment la marque de mon enfance parce que vous avez notamment la marque Mustela, donc tu vois, j'ai l'impression d'avoir toujours connu et toujours vu ces logos-là, mais plus globalement, tu représentes les laboratoires Expanscience, tu es donc le DG des opérations et donc je suis très content de t'avoir. Du coup, il faudrait que je dise à ma mère, j'ai vu le Jean de Mustela, quoi. Eh bien, merci. Quelle popularité. Je ne sais pas si. En tout cas, pour les laboratoires Expanscience, c'est une vraie popularité. Tu as raison. C'est une ETI familiale sur la voie de la régénération, puisque effectivement, notre société est indépendante. Elle a été créée en 1950, donc ça peut rappeler tes souvenirs d'enfance. Elle est gérée aujourd'hui par De mes parents. non, par Jean-Paul Berthomé, qui est le fils Ah ouais. du cofondateur. Ah voilà. Donc, effectivement, il y a une transmission et une tradition familiale également qui est associée à l'entreprise. Ouais, alors, est-ce que déjà pour qu'on comprenne le lien entre Expanscience, Mustela, tu peux nous dépeindre un peu le tableau? Alors oui, effectivement, nous sommes déjà, moi je te parle depuis l'Eure-et-Loire, à Épernon, puisque nous sommes implantés sur le site d'Épernon depuis 1957, donc très tôt après la création de l'entreprise. Et donc, du coup, les laboratoires Expansion, c'est une histoire qui tourne autour du monde végétal, avec une expertise sur l'extraction végétale. Et au travers de cette expertise sur l'extraction végétale, ben, ça donne naissance à la gamme et aux produits dermocosmétiques Mustela, que tu as connu dans ton enfance, que ta maman a connu aussi. Et puis également à une activité pharmaceutique, puisque nous produisons également à Épernon, sur la base de cette expertise végétale, des médicaments anti-arthrosiques. D'accord. Du coup, dès les années 50, vous êtes sur le végétal. Alors dès les années 50, on est sur le végétal. La petite touche Mustela, c'est l'innovation qui se traduit par un lait nettoyant qui va révolutionner le monde de la plus jeune enfance, puisque d'un simple geste, on est capable à la fois de nettoyer et d'hydrater le bébé lors de l'étape du change qui est importante, qu'on pratique régulièrement quand on est jeune parent. Et il y a toujours eu cette odeur super bonne, ou pas? Alors l'odeur, c'est le côté magique. Ouais. Et du coup, je t'invite, quand tu auras l'occasion de te déplacer, de te rendre à Épernon Ah bah physiquement, oui. je t'invite à venir déambuler dans nos ateliers de production, parce qu'on a cette odeur qui est très particulière, qui est notre signature, et qui est présente dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Elle est protégée, du coup? Comment ça marche? Alors là-dessus, je voudrais pas trop dévoiler de secret, mais oui, on a un parfum maison qui est effectivement notre signature. Ouais, j'ai jamais égalé. Ouais, très bien. Le végétal, enfin, c'est peut-être bizarre, mais comme on a l'impression que le végétal et l'environnement est une préoccupation toute récente, mais en fait, non. Des années 50 chez vous, c'est là qu'il y a une innovation et une longueur d'avance qui est prise. Alors oui, en fait, c'est ce qui est aussi l'ADN de notre entreprise, c'est ce côté un peu pionnier.
Euh, Ça se traduit par une expertise sur le végétal, mais au-delà de l'expertise, il y a cette connaissance de l'huile végétale dont on fait l'extraction des molécules d'intérêt au travers d'une distillation moléculaire. C'est un procédé qui a été développé chez Expansience et qui nous permet de récupérer effectivement vraiment l'essence même des huiles végétales pour pouvoir, je dirais, structurer nos formules. Et cette expertise, elle est également reconnue puisqu'on en fait bénéficier des clients au travers d'un canal de business qui est en B2B, euh, avec une business unit qui s'intitule les actifs cosmétiques, qui est la troisième business unit de notre société et qui permet de faire profiter l'ensemble des gros acteurs de l'industrie cosmétique, notre expertise du végétal. Ok. Et comment comment vous vous retrouvez à Épernon dans les années 50, enfin, quelques années après la création? Ouais, alors en fait, Épernon, c'est attenant à la Cosmétique Vallée. Donc, on est quelques-uns à s'être installés finalement dans les périodes de reconstruction après-guerre, puisque bon, il y avait effectivement des incitations financières pour les entreprises à venir s'installer en périphérie de Paris, de la région parisienne. Et donc, bon, on a fait partie de ces pionniers également dans l'installation périphérique de l'Île-de-France. D'accord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une cosmétique vallée, pas très loin de Paris. Et là, il y a donc vraiment des pointures de ce qui fait vraiment une des forces de l'industrie ou de l'économie française, quoi. Alors effectivement, la Cosmetic Valley, elle est très très implantée sur la région Centre-Val de Loire et surtout le sud du bassin parisien. C'est effectivement un réseau qui est important dans lequel bah, nos confrères de chez LVMH, de chez L'Oréal et bien d'autres, on se regroupe régulièrement, on partage sur nos métiers, sur nos expertises. Et puis, ben, parfois, on s'associe également pour des développements, notamment dans les enjeux de la RSE, où ben, là, on travaille sur un développement d'un flacon développé à partir de pulpe, de végétaux, pour développer le flacon du futur, qui j'espère sera entièrement biodégradable un jour. Ben, on l'espère. En tout cas, Ça, l'objectif et notre volonté, c'est effectivement, excuse-moi de t'interrompre, c'est non, c'est c'est de trouver des solutions sur nos packaging associés à la marque Mustela qui puissent être plus vertueuses, qu'on puisse réduire la part du plastique. Et donc, on a déjà opéré cette transition, soit par le biais d'une solution de recharge que l'on trouve en pharmacie, qu'on appelle le vrac, mm. qui permet au consommateur de venir recharger son flacon de Mustela. Donc c'est quelque chose qui est vertueux puisque finalement il ramène son emballage pour le recharger, soit au travers de systèmes d'éco-recharge qui permettent d'acheter une recharge souple d'un produit qui va permettre à un consommateur qui n'aurait pas accès à un point de recharge de pouvoir recharger à son domicile le flacon, soit au travers de effectivement types de cosmétiques solides, pardon, qui permettent effectivement d'avoir un produit cosmétique concentré, donc avec moins de plastique pour finir. On va se faire un bon focus sur cette partie RSE. Pour essayer déjà de faire un focus sur Mustela. Euh, Aujourd'hui, ça en est où quels sont on a parlé de ce produit phare, vers où vous allez? Alors voilà, les enjeux environnementaux font qu'aujourd'hui la situation nous préoccupe. Euh, on a commencé à structurer notre programme pour les années à venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Expansion s'est engagé dans les enjeux environnementaux depuis 2004 avec la signature du pacte mondial, qui était une première étape importante à l'initiative de notre président Jean-Paul Berthomé.
Et depuis, on a cessé d'essayer de développer cette voie. Ça nous a conduit à un premier programme sur les enjeux de la RSE. Et puis on a cherché à voir comment est-ce qu'on pouvait avoir une reconnaissance au travers d'un label. Donc on s'est fait labelliser Bicorp. On est maintenant Bicorp depuis quelques années. Et puis on s'est dit, ben, comment est-ce qu'on structure la suite de notre programme avec finalement deux échéances qu'on a fixées à 2030 et à 2040. Une première échéance qui consiste à diminuer notre impact, typiquement réduire notre consommation de gaz par exemple, avec un objectif de moins 40% qu'on a fixé, mais c'est un objectif qui est facialement fixé, mais on a pour objectif finalement d'être bien plus vertueux et de supprimer cette dépendance au gaz avec finalement des solutions de type chaudière biomasse auxquelles on est en train de réfléchir, ou récupération de la chaleur fatale, pour pouvoir limiter la consommation de cette ressource fossile qu'est le gaz. Qui est Donc voilà. nécessaire pour produire vos produits, hein, c'est ça Bah, que vous faites vous. exactement. Et puis, alors le gaz est un sujet, mais la consommation de l'eau en est un autre aussi. Voilà, donc tout ce qui concerne finalement les ressources, on va faire en sorte à cette échéance 2030 de limiter notre impact en termes de consommation des ressources. Et puis après, on a fixé un deuxième cap qui est sur une échéance de 2040 qui consiste à faire en sorte d'être régénératif. Donc on y travaille dès maintenant, mais l'ambition est plus lointaine parce que la tâche est plus ardue. Et l'objectif d'être régénératif, bah, c'est développer de la circularité au niveau de nos activités avec des acteurs et des partenaires locaux pour pouvoir relocaliser la production de certains végétaux dont on pourra en extraire l'huile et dont on pourrait faire la distillation moléculaire, entre autres. Voilà, donc ça, c'est une piste. Mais il y a plein d'autres pistes de partenariat qu'on trouve aussi avec des acteurs qui sont des bicorps. Par exemple, à une quinzaine de kilomètres d'Épernon avec lesquels on travaille, dans le monde agricole aussi. Voilà, on est en train de tisser un écosystème pour faire en sorte de développer encore notre implication sur le territoire et puis de structurer des interactions qui soient très performantes avec des acteurs locaux. Quelle est l'implication sur les produits que vous proposez du coup, une fois que tu poses cette trajectoire? Est-ce que tu te dis il faut moins de produits? Est-ce qu'il en faut avec encore moins de matières premières? C'est quoi l'impact? Alors oui, l'impact sur les produits, il est effectivement, il est de plusieurs natures. On a Sophie Robert-Velu qui est en charge de, de- de- de la marque Mustela, entre autres, a une position qui était assez structurante pour l'avenir, notamment sur les lingettes, qui est un produit qui est aujourd'hui très utilisé, mais aussi très impactant sur l'écologie et sur l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui aujourd'hui comporte beaucoup de plastique. Et donc on est en train de structurer la transition vers un produit sans plastique pour pouvoir trouver des alternatives. Alors l'objectif, c'est de trouver un produit qui soit plus vertueux. Donc ça, il est développé, il est commercialisé aujourd'hui, qui est développé en fibre. Et donc on est sorti du plastique sur les lingettes. Et puis après, de proposer des solutions également qui soient des solutions en coton, qui soient nettoyables, lavables, réutilisables, pour effectivement diminuer l'impact environnemental associé à l'usage de la lingette. Mais ça va se traduire par une transition. Et l'objectif est également de développer des nouveaux gestes en partenariat avec les parents. On va essayer de co-développer ces nouveaux gestes pour, euh, pour essayer de trouver le produit qui va leur correspondre et qui va nous permettre de trouver une solution à cette problématique environnementale. C'est souvent des thèmes qu'on aborde dans Extramuros. On a notamment fait un épisode avec Comme Avant, qui est produit à côté de Marseille, et donc qui était dans cette mouvance de très peu de produits. L'autre fois, j'écoutais aussi mon camarade de promo Ningli qui a créé Typology. Pareil, il dit notre best-seller, c'est une crème hydratante avec 9 ingrédients, et c'est pas facile. Donc on sent un mouvement vers ça. Euh, et,
Et à l'inverse, on a l'impression que ça peut laisser penser que le monde d'avant, ou du coup les boîtes qui ont été créées dans les années 50, ont trop de, tu vois, c'est même pas trop de matières premières, ont un côté industriel, et je trouve que ça met un doute dans l'esprit des gens. Alors, voilà, vous êtes Bicorp et autres, donc si vous êtes Bicorp, c'est que il y a pas de triche, il y a pas de loup. Mais comment est-ce que c'est un truc que vous avez en tête et contre lequel vous combattez en termes de communication pour pas qu'il y ait cette méfiance? Ouais, en fait, la communication, elle était assez volontariste sur les lingettes. Si je reprends l'exemple que j'évoquais, on est également, on a parlé de la cosmétique solide avec le shampoing qui a un double usage en fait, qui a un shampoing et qui a un savon. Finalement, avec un, un petit packaging qui est sans plastique, on arrive à suppléer entre guillemets l'équivalent de deux flacons Mustela aujourd'hui. Mais voilà, on sait aussi que nos clients, donc l'impact est très positif en termes de gains propres d'usage plastique, mais nos clients ne sont pas toujours prêts à basculer sur ces nouvelles offres. Et donc, du coup, il faut qu'on accompagne la transition pour leur présenter ces nouveaux produits. Mustela est en train de développer également un concept qui est la maison des parents, pour pouvoir accompagner aussi les parents à la fois ces nouveaux gestes ou les nouvelles solutions produits qu'on peut être amené à appliquer, en tout cas, à proposer, en tout cas avoir un contact plus proche avec les utilisateurs des produits pour également participer à ce co-développement plus vertueux, en tout cas tel qu'on l'espère. C'est sûr, moi, pour avoir des enfants qui sont encore jeunes, j'ai encore un souvenir assez proche de cette phase-là des couches et autres. Et c'est vrai que c'est dingue ce que tu peux jeter pendant cette période-là, quoi, et consommer entre les sérums filles, les trucs, les couches, les Oh, lingettes, les cotons, assurément. Ouais. Et tu parlais de ta maman, alors c'est peut-être pas à cette Alors, c'est dans les époque-là. années 80, alors tu vois, c'était encore autre chose. Là, je pense qu'on s'en foutait un peu de. Mais Il n'y avait pas la même conscience écologique en plus à l'époque. ouais, mais nos grands-parents ont connu ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire la couche qui peut être la couche jetable, qui peut être la couche lava, pardon, justement, qui est tout l'inverse de la couche jetable, et qui est effectivement, c'est un peu un retour aux sources en fait, hein. On est en train Ouais, de. on revient un peu à ce que faisaient nos grands-parents, puis qu'il y avait des ressources limitées, financières et tout simplement, c'était pas le supermarché, quoi. Il n'était pas vraiment encore là dans les années 50. Et c'est sûr Exactement. qu'en plus de moi, tu vois, je suis à Marseille, on revoit le savon de Marseille. C'est carrément le produit. Tu as du savon de Marseille, de l'huile d'olive, du sel, et tu arrives à peu près à tout faire, quoi. Tu te lavais, mais tu traitais ton jardin aussi. T'es vraiment les produits miracles. Voilà. Ouais, c'est clair. Et on revient à ça. Et vous, votre histoire correspond à cette évolution-là. Mustela, dans les 30 Glorieuses, a créé des produits qui ont accompagné et qui ont fait évoluer le soin des mamans et des papas envers leurs enfants. Et c'est quelque chose, voilà, vous êtes ce partenaire des familles depuis toujours? Comme on l'a évoqué, en fait, euh, Mustela, la création d'origine était sur effectivement le, le produit nettoyant qui permettait d'un seul geste de finalement nettoyer le bébé et de l'hydrater. Donc ça a été une vraie innovation produit. Et après, effectivement, au travers de cette expertise du soin de la peau des bébés, on a structuré effectivement le catalogue que l'on peut trouver aujourd'hui. Donc effectivement, on a des produits qui sont à la fois basés sur l'expertise végétale pour traiter la peau avec cette expertise dermocosmétique qui est très forte depuis et historique en l'occurrence. Bon. Donc, tu as évoqué, j'essaie de me peu remettre de l'ordre parce qu'il y a plein de thèmes hyper intéressants. Donc, tu as parlé de production de végétaux.
Euh, Ils sortent d'où ces végétaux? Est-ce que tu arrives à tout faire en France? Est-ce que c'est pas souhaitable de tout faire en France? Comment vous regardez ce sujet-là? Ouais. Alors, il y a des sources végétales qui sont issues de France, notamment alors, dans les huiles qu'on utilise, il y a l'huile de tournesol. Alors, toutes nos huiles ne viennent pas de France, mais certaines viennent de France. On est en train d'essayer de redévelopper des solutions qui vont nous permettre de réintégrer plus de volume encore, mais c'est un partenariat qu'on développe avec des acteurs locaux de l'agriculture. Donc ça nécessite un peu de temps pour pouvoir recréer la filière, qui permette de réintégrer toute la filière aujourd'hui sourcée sur l'huile de tournesol. Donc ça va nécessiter une petite transformation. En tout cas, on y travaille. L'objectif étant de rapprocher finalement la source de production du lieu de production Ouais, c'est le euh, qui plus est écologique, c'est ça, hein, du coup. Ouais. notre. Et puis après, tu le disais, bah, il y en a aussi certains qu'on peut difficilement rapprocher. Euh, et en l'occurrence, il y a une autre huile végétale qu'on utilise, qui est d'avocat. Et alors, l'huile d'avocat, on a une source importante pour les laboratoires à expansion, puisque on est implanté au Pérou. Et au Pérou, en fait, on procède à ce qu'on appelle le l'upcycling, puisque on a des filières qui sont des filières connues, qui finalement récupèrent les écarts de tri. Les avocats sont aujourd'hui calibrés, ils sont sélectionnés pour l'industrie food, ils sont après exportés. Et ceux qui ne sont pas bien calibrés, bah, ils sont mis de côté et autrefois ils étaient jetés. Bah, nous, on les récupère. Ouais, ils sont pas moins bons, quoi. Alors, ils sont pas moins bons, Mm. mais en l'occurrence, ils sont très bons pour nous, Et ouais, parce que nous, on les récupère. On a développé un procédé chez Expansience qui consiste à avoir un système de tranchage de l'avocat en très fines lamelles. Alors, on tranche tout, on ne jette rien. ouais, la peau, la pulpe, le noyau, tout, Le quoi. noyau, Mm. on tranche tout. Et puis après, on sèche ces lamelles pour les déshydrater. Et après séchage, on va les presser pour en extraire l'huile avec les fibres du noyau, de la peau, qui sont très très importantes, qui sont aussi très riches en teneur. Et alors oui, il y a d'autres acteurs du monde de la cosmétique qui utilisent de l'huile de l'huile d'avocat, mais qui n'ont pas recours au brevet Expansience dont on est fier. Et ils procèdent très souvent à de la centrifugation. Et donc du coup, les propriétés intrinsèques de l'huile sont pas aussi vertueuses que celles qu'on peut retrouver dans celles que nous, on utilise par ce savoir-faire. D'accord. Et ça, c'est fait au Pérou et c'est de l'huile qui est transportée, c'est ça? Alors après, effectivement, cette huile, une fois qu'elle est transformée de matière sèche en huile, alors déjà la matière sèche résiduelle, bah, là aussi, c'est très vertueux puisque on la donne comme alimentation au bétail. Alors les bovins, entre guillemets, péruviens sont très friands parce que c'est un peu sucré la galette, la galette du résidu d'avocat, donc ils aiment beaucoup. Et puis l'huile, ben, elle est réacheminée par bateau sur le Pernon, où là on procède à la distillation moléculaire, et donc on va récupérer les molécules d'intérêt, et puis derrière on réutilise ces huiles comme actifs, en fait, comme ingrédients actifs, cosmétiques ou pharmaceutiques, et donc ça nous permet d'élaborer nos produits. Et bientôt, il faudra des voiliers pour acheminer l'huile, comme ça, il y aura un bilan carbone encore plus bas, quoi. Alors, on y travaille et très clairement, on sait que il y a des parcours qui pourraient exister. Il y a des parcours maritimes qui sont très structurés entre l'Europe et l'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et donc ça tourne, comme ça c'est des boucles. On a un peu plus de mal à aller plus loin pour l'instant, mais ça fait partie des pistes qu'on envisage. Ouais. C'est des sujets, là, pour ceux qui suivaient Extramuros, qu'on avait abordé avec Fago, on avait une discussion intéressante avec Nicolas, qui disait qu'il valait mieux faire du caoutchouc au Vietnam ou en Asie parce que la matière première est là, la transformer là-bas et ensuite transporter cette matière
première ou transformée de la façon la plus vertueuse possible en l'état actuel de l'offre, plutôt que d'essayer de faire du caoutchouc ici, quoi. Donc toi c'est un peu pareil avec ces avocats. On en avait parlé évidemment avec Fabien Josserand de Robertet, qui est une boîte magnifique qui a forcément des produits d'exception partout dans le monde. Mais ce qui n'empêche pas de. Il y a un gros discours du Made in France, mais en fait, parfois, il n'est pas pertinent et on peut aussi faire des choses bien, avoir un impact positif dans d'autres pays pour avoir un bilan global meilleur, quoi, sur la production de ton produit. Ouais, le Made in France, on y est très attaché et on le revendique. C'est notre marque de fabrique aussi. Mais par contre, oui, il y a effectivement des filières qu'on se doit pour autant de rendre vertueuses. Et je pense que là, on a trouvé un bon mode de fonctionnement avec nos équipes péruviennes. Alors, tu parlais de régénératif. Nous aussi, chez Newton, on participe à la Convention des entreprises pour le climat. Et donc, je sais que c'est quelque chose, c'est une sorte de cap qu'on te donne. Et un des moyens d'y arriver est vraiment de travailler de façon systémique, de pas faire juste ton produit, mais de savoir aussi un peu remonter la chaîne ou d'être un peu en amont, un peu en aval. Et d'arriver du coup, pas faire juste ton truc, mais englober tout un écosystème. Et du coup, c'est un bon exemple, quoi, ce que vous faites avec le Pérou, quoi. Alors, ouais, ce qu'on fait avec le Pérou, c'est un bon exemple parce qu'effectivement, on a développé l'écosystème local péruvien. Et comme je disais, finalement, d'identifier les acteurs qui génèrent des écarts de tri pour pouvoir les récupérer, mais aussi après, sur ce qu'on appelle le tourteau, la matière sèche résiduelle de l'avocat, trouver des filières qui permettent de donner de l'alimentation au bétail. Mais, mais, euh, mais également localement sur Épernon, où aujourd'hui, dans nos procédés de lavage, on utilise des eaux de première lavage qu'on ne peut pas forcément retraiter. On avait trouvé un partenariat avec notre interlocuteur, notre repreneur de déchets sur le site. Et puis, bah, il se trouve que dans mon déplacement quotidien, tous les jours, je passe devant un confrère qui est basé à 15 km, qui a un biométhaniseur. Donc, du coup, un jour, on appelle ce confrère. On lui dit, ben, est-ce que vous pourriez récupérer nos eaux de lavage? Parce qu'aujourd'hui, on les méthanise à 100 km de notre lieu de production. Est-ce que ça vous intéresserait de récupérer? On travaille, on a développé un projet commun. Aujourd'hui, il méthanise du coup à 15 km de notre site de production nos eaux de premier lavage. Et derrière, lui aussi récupère finalement le résiduel après méthanisation. Et ça lui sert pour épandre, en partenariat avec ces agriculteurs locaux, finalement des ingrédients nutritifs pour les terres qui sont voisines. Donc voilà, c'est un petit exemple de circularité, mais on travaille sur d'autres solutions aussi pour alimenter, j'espère, notre future chaudière biomasse, entre autres. Enfin, voilà, il y a plein de sujets aujourd'hui d'actualité. Alors pour ceux qui connaissent moins bien, donc ça produit une nouvelle source d'énergie qui permet de faire du chauffage. Cette méthanisation, hein, c'est ça. Ouais, la méthanisation, en fait, c'est la transformation finalement de différentes matières assemblées. C'est un peu de matière sèche, un peu d'eau. Ça permet de générer un biogaz. Vous savez, ces gros, ces gros systèmes avec un dôme un peu vert qu'on peut être amené à croiser, dans nos campagnes. Et ben en fait, ces systèmes, c'est dans le dôme qu'on récupère le biogaz qui est généré par cette matière qui est brassée dans la surface cylindrique qui se trouve en dessous. Et du coup, bah, ça permet de produire naturellement du gaz. Merci pour l'explication. Tu as évoqué le Bicorp quand je t'écoutais tout à l'heure. Donc, depuis quand. Alors, là aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est une certification qui fait vraiment référence aujourd'hui sur les bonnes pratiques en entreprise, autour de la RSE, sans parler forcément de régénératif, mais qui nécessite déjà, pour pouvoir être Bicorp, d'avoir un minimum de points sur un questionnaire qu'on peut aller remplir en ligne et que tout le monde peut aller le faire. Il est accessible, il n'y a pas besoin de payer. Donc, vous pouvez voir si vous avez déjà 80 points, ce qui vous permet
de rentrer dans cette communauté Bicorp. C'est très long. Alors nous, pour le coup, on a passé la première étape. On est accepté pour faire la queue. Bravo. Mais on fait la queue. Voilà, il y avait des pionniers bien connus comme Patagonia. Pionnier en France, ça me permet de la saluer. C'est Utopie avec Elisabeth Laville, première société en France labellisée Bicorp. Et en fait, je la salue parce que elle est dans notre comité de mission chez Newton. Et en discutant pendant le comité de mission, on s'est rendu compte qu'elle était aussi dans, dans le comité de mission de vos labos Expansience. Donc, c'était un point commun que j'ai découvert après avoir lancé le podcast avec vous, quoi. Donc, c'était un petit clin d'œil. Mais je crois que pour les jeunes, je crois qu'elle accompagnait également Veja, sans vouloir, je sais pas si Ouais. Ouais, ou le slip français ou d'autres qu'elle mais voilà, accompagne, qui donc sont plus il y a, connus. Mm. il y a plein d'acteurs qui sont engagés dans ce référentiel Bicorp qui est, oui, qui a pour objectif de générer de l'amélioration continue et puis de réfléchir sur ces problématiques RSE et plus généralement environnementales. Non, c'est un super label. Mais oui, c'est difficile de pouvoir candidater, postuler et obtenir, entre guillemets, le, la, la, la caution du label. Ouais. Et d'y rester, parce que Oui, c'est un oui. label qui a une particularité, c'est il te pousse à progresser chaque année. Donc tous les 3 ans, on est Ouais. recertifié également, et donc du coup, ça permet de se remettre également un petit coup de challenge, puisque bah, forcément l'exigence monte. Ah Euh, ouais. donc c'est important. Peut-être en même temps que l'urgence climatique, probablement. Absolument. Ouais. Ouais. Vous en êtes tous sur ce sujet du régénératif que tu évoquais tout à l'heure. Vous avez déjà fixé un objectif ou c'est un chemin sur lequel vous êtes engagé? Oui, alors on a fixé des objectifs sur le sourcing des matières, comme tu l'évoquais tout à l'heure, et comme on a eu effectivement le temps de l'expliquer sur finalement chercher à développer des filières locales sur certains actifs. Voilà, donc ça se traduit par l'huile de tournesol, entre autres. Mais également, on a d'autres idées un peu plus farfelues qui consistent à travailler sur des plantes invasives, par exemple, où on développe également, euh, on va aller chercher les molécules d'intérêt dans certaines plantes invasives. Et donc là, du coup, on peut joindre l'utile à l'agréable, entre guillemets, dépolluer ces fameuses plantes invasives qui peuvent envahir notre écosystème et puis aller justement extraire les molécules d'intérêt de ces plantes pour pouvoir les utiliser dans des produits. Donc voilà, ça peut être un premier exemple. On travaille aussi beaucoup sur la réflexion au-delà des enjeux de sourcing, la réflexion de développer, de renforcer notre impact sur la biodiversité sur le site d'Épernon. Euh, donc on est en train on a fait un bilan avec une association locale pour pouvoir évaluer notre performance en termes de biodiversité et puis réfléchir à comment finalement continuer à générer un terrain positif en termes de biodiversité par des implantations de végétaux additionnels, de corridors végétales pour pouvoir faire en sorte de créer des habitats additionnels pour, euh, pour nos voisins ou pour nos amis les animaux. Bravo. Tu parlais, je suis ami, bon, j'en profite parce que c'est une question que je me pose et tu en as parlé tout à l'heure. Je pense que c'est pas forcément le point essentiel, mais allons-y. Tu parlais des recharges parce que moi, je suis assez preneur de ce truc-là. Tu te dis, tiens, j'achète un flacon, c'est dommage de racheter un flacon, c'est exactement le même produit, il me plaît bien. Donc souvent, tu as le package flacon plus recharge. Mais souvent, il n'y a que ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter ça et puis tu n'arrives pas à acheter la recharge tout seul. J'avais l'impression que c'est un peu le début, mais que ça marche pas super bien ce truc-là. Et après, je me disais, mais de toute façon, la recharge, c'est aussi du déchet. Enfin, même si tu peux le recycler, est-ce que, y a un vrai impact sur ce truc-là? Ah, le mieux, je prenais l'exemple de la recharge de nos flacons verts sur le point de vente qui est la pharmacie. Alors effectivement, aujourd'hui, toutes les pharmacies ne sont pas équipées d'un point de vente de recharge de flacons. Ça, c'est vraiment effectivement ce qui est le plus vertueux, puisque là, on parle de poches de 10 litres, je crois, qui permettent
d'aliments. Là, ouais, mais je le vois rarement, moi, pour le coup. Et donc là, voilà, Ouais. donc il faut pouvoir trouver la filière de la pharmacie qui est équipée. Après, effectivement, il y a différents cas de figure. Bon, aujourd'hui, on essaie d'équiper en fonction des partenariats concrets et en fonction des intérêts que ça peut être amené à susciter sur les pharmacies, donc en fonction du trafic également. Mais effectivement, il y a aussi des coins qui sont plus reculés, où on sait qu'on n'aura pas forcément, je pense que le partenaire pharmacien n'aura pas forcément le volume suffisant, ou les convictions même pour pouvoir promouvoir la démarche. Donc là, bah, il y a effectivement la recharge qui permet de recharger à son domicile. Alors effectivement, l'impact, il est en termes de poids intrinsèque d'emballage, il est extrêmement vertueux puisque on réduit de 77% l'impact de plastique avec une éco-recharge par rapport à un flacon. Donc, effectivement, l'impact est vertueux. Ça nécessite de recharger son flacon à la maison ou tu peux même utiliser la recharge dans ta douche si tu veux. Euh, ou pour tes enfants dans le bain. Ça peut être aussi, ça peut avoir un côté ludique. Bon, après, faut pas tout mettre dans le bain. C'est Sinon, dangereux. Ouais, ça peut faire mousser. ça fait un petit côté les visiteurs. Ouais. Ouais, c'est un bon exemple. Ouais. J'ai- Pour ceux qui s'en rappellent. J'espère que c'était du là d'ailleurs. Ouais. Vous êtes souci de la mission? Du Ouais. coup, je crois on l'a pas. Je t'ai pas demandé quelle était votre mission. Bah oui, ben, notre mission, elle est assez simple, hein. C'est être vecteur de bien-être. Ça, voilà, c'est important pour nous. Et donc, ben, notre mission, le bien-être est entre nos mains, en fait. Donc, on est tous acteurs de notre bien-être. Et donc, ça, c'est un point qui est important. Et ça se traduit par ben, le bien-être ben, des parents avec des produits qui soient adaptés, le bien-être de leurs enfants qui sont aussi utilisateurs, et aussi au travers de notre activité pharmaceutique et la rhumatologie. Donc, puisque on utilise des extraits végétaux, cette expertise de l'extrait végétal aussi dans notre médicament, qui est Cascadine 300, qui est un anti-arthrosique, qui utilise des extraits végétaux d'avocat et de soja, et qui est un médicament qui permet également apporter du bien-être aux seniors pour leurs problématiques articulaires. Ouais, vous avez les plus jeunes et les plus vieux, du coup. Voilà. Enfin, il faut espérer que ce soit les plus vieux voilà, Alors oui, qui c'est le sujet d'arthrose. on trouve Mm. des patients qui souffrent d'arthrose assez jeunes. Mm. Ça peut être des 40 ou 45 ans. Et donc, du coup, effectivement, on essaie de les soulager avec nos solutions. Bien sûr. Si on vient un peu sur des chiffres, c'est la répartition rhumato, B2B, Mustela, ça représente quoi dans le groupe? Alors, l'activité Mustela représente à peu près les deux tiers du chiffre d'affaires. On a 25% de l'activité qui est couverte par notre activité Mustela, pardon, Rhumato. Donc, je reprends. On a les deux tiers de notre activité qui sont couvertes par notre activité Mustela sur la partie dermocosmétique. On a 25% à peu près de notre activité sur la rhumatologie et le résiduel, 5% à peu près, sur les actifs cosmétiques. Alors effectivement, les actifs cosmétiques, c'est une activité de B2B. Donc la contribution en termes de chiffre d'affaires peut sembler moins importante, mais l'expertise reste présente et elle reste très très forte et reconnue. Ouais. Donc pour bien expliquer, c'est des marques de cosmétiques qui ne produisent pas et qui viennent vous acheter directement Les actifs, voilà. les Alors, actifs miraculeux. qui Ouais. produisent pour leur propre marque, mais qui n'ont pas forcément dans leur catalogue Tout, ouais. l'expertise végétale qu'on peut leur apporter. Donc, ils utilisent nos actifs pour développer leurs produits cosmétiques. Et ça représente combien de salariés, du coup, le groupe? Alors, sur les laboratoires expansion, nous sommes à un peu plus de 1100 dans le monde. Donc, nous sommes implantés dans 14 filiales.
Et en France, sur le site d'Épernon, on est 315. Donc sur le site d'Épernon, nous avons en fait, j'ai coutume à dire que c'est un campus en fait, puisqu'on a au départ une activité de R&D qui est présente avec une cinquantaine de salariés euh, qui sont aussi à l'origine de cette expertise végétale. Et d'ailleurs, bah, j'en profite pour les saluer, les remercier pour tout ce qu'ils nous apportent au quotidien. Euh, au même titre que pour nos équipes en production, donc sur nos trois sites, entre guillemets, nos trois activités indépendantes, que sont les actifs cosmétiques, avec cette expertise de distillation moléculaire et d'extraction végétale, pour la première. La deuxième, c'est l'activité pharmaceutique, et la troisième, c'est l'activité dermocosmétique pour la marque Mustela. Et tout est à Épernon? Ou Alors, tu as des activités qui sont aussi à Paris parce que... toutes Ouais. les activités industrielles sont à Mm. Épernon, et donc on est effectivement très, très, très impliqué dans le bassin local d'Eure-et-Loir et d'Épernon. Mm. Et puis après, effectivement, notre siège social est basé à Paris, D'accord. euh, à la Défense, et nous avons une activité industrielle qui est au Pérou, comme on l'a évoqué. Parce que souvent, bah, le thème d'Extramuros, c'est quand même l'ancrage et comprendre comment un territoire te permet de te développer. Et toi, réciproquement, qu'est-ce que tu apportes à ce territoire? Donc, vous, dans cette cosmétique vallée, c'est le terreau, enfin, c'est un mauvais jeu de mots, quoi. Désolé pour, pour cette image, mais c'est vraiment le terreau super fertile, quoi. Il y a déjà de l'expertise depuis des décennies et vous êtes aussi contributeur de, pour affiner, aller pousser encore plus loin la frontière, quoi. Ouais, alors effectivement, notre ancrage local, il se traduit par des partenariats, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur les relations qu'on a avec nos voisins pour notre biométhanisation. Euh, mais ça se traduit également par les filières qu'on est en train d'essayer de relocaliser. Et puis, ça se traduit par des expertises qu'on a avec d'autres voisins euh, qui, euh, qui se traduisent par, euh, on peut les citer, c'est le CERIB qui ont une expertise sur le béton, sur le recyclage du béton. Alors ça peut paraître tout bête, mais Ouais, ah non, mais c'est important. Moi qui suis dans l'immobilier, on cherche à recycler le plus possible le béton. C'est pareil, plutôt que de faire des nouveaux flacons, nos flacons, c'est les immeubles et on essaie à chaque fois d'éviter d'en refaire des tout nouveaux, quoi. donc là, on a un acteur qui est exceptionnel dans ce registre, qui est basé dans la même zone industrielle que la nôtre. Donc voilà, donc on essaie de développer toutes ces solutions intelligentes de partenariat, mais on est aussi, comme je l'expliquais tout à l'heure, aidé par des associations locales, euh, Eure-et-Loir Nature pour ne pas les citer, sur notre approche de biodiversité. Voilà, on tisse beaucoup de relations comme celle-ci. Qui détient le capital, du coup, c'est toujours la famille majoritairement? Voilà, Jean-Paul Berthomé, c'est une chance, est l'unique propriétaire. Et ça permet effectivement d'inscrire sa vision et sa stratégie dans un temps long, euh, auquel il est attaché du reste. Et du coup, c'est extrêmement intéressant pour nous, pour mettre en œuvre toutes ces démarches régénératives en l'occurrence. Ouais, ouais, d'avoir quand même une temporalité plutôt long terme. Capital, boîte familiale, du coup. Bravo, Absolument. bravo. Du coup, il y a les petits-enfants qui arrivent aussi. Vous voyez Alors, vous voyez bon, courir dans les couloirs? Pas je, encore? je- je lui laisserai le soin Voilà, on de laissera. répondre à cette question, parce qu'après, Ça va. Non, mais c'est un beau. Moi, c'est pour ça que je suis ravi de faire l'épisode avec vous. J'étais tombé sur un article, je crois que c'était dans Les Échos, qui décrivait tout ce qui me plaît, quoi. Ce capital familial basé en région, une marque qui fait partie de notre patrimoine. Voilà, comme je disais, enfin, en tout cas moi, j'ai l'impression d'être né avec ça. Et tu reproduis le truc, tu fais pareil avec tes gamins. Et donc, bravo, très fier d'avoir cette marque et ce groupe en France. Non, mais ouais, je te remercie parce que en fait de nous faire intervenir parce que c'est important pour nous
Et je pense on colle bien à cet esprit d'implantation sur un territoire qui est local. Il y a beaucoup de générosité dans ces communes qui sont un peu rurales, qui sont un peu éloignées, entre guillemets, des sphères, des sphères de la capitale. Donc voilà, il y a plein d'énergie. On se rend compte que en travaillant sur ces écosystèmes, on croise énormément de gens qui testent des choses. Et donc, ben, on est un peu dans cette dynamique-là, donc ça nous passionne en tout cas. Bravo. Qu'est-ce qu'on s'est pas dit sur le laboratoire Eh Expanscience? ben, écoute, je pense qu'on s'est dit beaucoup de On fait un choses. bon tour? On s'est dit beaucoup de choses et on était encore une fois très 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 content de pouvoir participer à ce podcast et très impatient de voir tout ce qui va pouvoir en ressortir. Bah ouais. Euh, voilà, comme bah, effectivement on est intervenu au sein des échos, comme tu le disais tout à l'heure, on, alors, on aime bien aussi transmettre nos actions. Puis moi, je viendrai. Ça, j'ai retenu. Si on en vient à toi maintenant, juste quelques minutes, quel est ton rôle et comment tu t'es retrouvé là? Alors moi, mon rôle, il est d'animer cet écosystème interne industriel. Et aussi, au-delà de l'industriel, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la supply chain, c'est-à-dire toute la distribution à la fois du produit, de l'étape de la réception des matières premières jusqu'à la livraison du point de vente. Donc pour ça, il faut bien quantifier les besoins des clients et puis après être en mesure de pouvoir distribuer, une fois que les produits sont réalisés, les différents canaux de distribution. Donc voilà, c'est une mission passionnante. Et d'autant plus que ben, voilà, on est dans un modèle qui est celui qu'on a longuement évoqué, avec une ADN familiale, avec une ADN sur le végétal, et sur ces trois expertises, les ingrédients actifs, la pharmacie et la dermocosmétique, qui sont, voilà, c'est unique de pouvoir retrouver ces trois ingrédients finalement dans une société, une ETI familiale comme la nôtre. Ouais, bravo. Et pour finir, la petite question habituelle, toi tu es vers Épernon? Tu es par Ouais, là-bas? Et, j'habite une vingtaine de kilomètres d'Épernon. Ouais. et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on bosse pas et que on a envie de se Et ben, divertir ou de faire du sport moi, je suis passionné de plein de choses, de sport, et du coup, j'adore le sport et la nature. Et donc, on est bien servi dans notre région parce qu'on a beaucoup de forêts. Et donc, du coup, j'aime faire du footing, du vélo en forêt. Et puis, j'aime aussi un peu, alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus loin, j'aime bien la montagne. Hmm, Et, du coup, et surtout la grimpe. Et donc, je suis passionné de montagne également. d'accord. Escalade du coup? Ouais, escalade à fond, ouais, que ce soit bloc ou falaise. Falaise, alors falaise, mais surtout haute montagne, parce que finalement, la haute montagne, c'est aussi la nature. Et c'est aussi proche de la montagne qu'on se rend compte qu'il est urgent d'agir, parce que on voit que notre montagne, elle souffre avec le réchauffement climatique. Donc voilà, il est important qu'on puisse agir euh, sur les enjeux du réchauffement. Je vais rien rajouter du coup là-dessus. En effet, on va pouvoir s'arrêter sur cette touche un peu pessimiste, mais justement, on est acteur du changement et c'est juste qu'on constate. C'est vrai que ça se voit, quoi. Moi qui y vais beaucoup en montagne, et j'adore skier, faire de la randonnée et autres. Ces 2 dernières saisons, tu te dis qu'il y a un problème quand même. Ouais. Il est effectivement, il faut vraiment qu'on arrive à se mobiliser, à faire Mm, comprendre. Ouais. On a besoin de. Alors du reste, nous, on a formé l'ensemble de nos salariés aux fresques du climat l'année mm. dernière. Ouais, ouais. Et c'était le premier point de départ pédagogique pour pouvoir générer cette prise de conscience. Et puis bah, maintenant, il faut agir. Eh ben, écoute, nous on fait ça dans 2 jours. Tu vois, donc c'est marrant. Et bah écoute, je te Voilà. souhaite beaucoup de plaisir. C'est un super moment. Mais bon, voilà, c'est voilà, c'est un moment qui est un moment à faire en équipe, mais qui est marquant aussi.
J'ai découvert un nouveau verbe qui est on va fresquer. Voilà. Et ben voilà, vous avez Mm, fresqué. Bah, écoute, moi je te souhaite plein de belles choses à travers ces mm. fresques du climat. Beaucoup de passion et puis surtout d'action par la suite. Merci beaucoup, Jean. Je prends date pour venir sentir le parfum mystère dans vos locaux. On sera ravis de t'accueillir et ce sera avec beaucoup de plaisir, au même titre que j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi aujourd'hui. Donc un grand merci à toi. À très vite. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir à tous.